Vous regardez New York Info, bonsoir, merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Dr Franklin Yamsi, Kémy Seba, Ibrahim Maïga ou encore Nathalie Ambe sont salués à travers l'Afrique pour leur engagement et leur discours anticoloniaux face à l'Occident, mais pour certains, ils sont perçus comme des voix dérangeantes. Ce 25 août 2025 à Bamako, les ministres en charge de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel ont publié un communiqué dans lequel ils condamnent d'une même voix les sanctions et les actes de harcèlement visant plusieurs militants panafricanistes, dont Nathalie Ambe, et comme elle, certains qui sont également en Occident et qui vivent loin du continent africain. Nous allons décrypter cette actualité avec mon invité, El Mancio Gatson. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Dans cette émission, je vous présente comme un homme de connaissance. Ça, c'est le titre que vous portez donc sur ce plateau. Peut-être d'abord, pour commencer, dites-nous quelle différence ou nuance peut-on établir ou relever entre un homme de connaissance et un intellectuel? Oui, merci déjà pour l'invitation. Il faut dire qu'il y a une différence énormissime à la base entre un intellectuel et un intelligent. Souvent, les gens confondent les deux. On suppose à la base qu'une personne qui est intellectuelle est forcément intelligente, ce qui n'est pas le cas. La plupart des intellectuels sont des intellectuels tarés. Très peu d'intellectuels sont à la fois intellectuels et intelligents. Alors, nous, on se positionne comme hommes de connaissance d'abord sur le plan métaphysique. Ça veut dire que nous comprenons la subtilité de la dimension paradigmatique africaine, puisque je suis un métaphysicien africain. Je connais les mythes et légendes des traditions africaines, surtout de l'Égypte antique, ce qui me permet d'aller dans la profondeur de la conscience de l'identité africaine et d'en ressortir ce qui est important pour nous, à savoir notre intelligence fondamentale. Donc, je fais partie de ces hommes de cœur, d'accord, parce que l'intelligence est liée au cœur. Je fais partie de ces hommes de cœur, des personnes soucieuses de l'Afrique et d'une Afrique intelligente, d'Africains intelligents, éveillés, comme l'œil d'Horus, d'accord, éveillés à leur identité, éveillés aux enjeux actuels qui se déroulent devant nous. Donc pour moi, c'est ce que ça veut dire, homme de connaissance. C'est un métaphysicien, une personne qui connaît les principes et lois de la nature et qui est en mesure de les distiller aux consciences avisées, à partir desquelles les gens peuvent créer des conceptuels capables de créer des idéologies nouvelles pour rétablir une Afrique nouvelle. Et puisque dans cette émission, nous allons parler de panafricanisme, dans votre domaine, comment définissez-vous le panafricanisme? D'abord, il faut comprendre que le panafricanisme, fondamentalement lié aux mythes et légendes, cela vient du mythe du dieu Osiris, qui est également considéré comme un dieu, le dieu vert, qui est le dieu Pan, qui est lié à la terre. En fait, le panafricanisme pour nous, c'est tout simplement, disons, cette compréhension de l'identité profonde africaine, telle que cela devrait être et non tel que cela est dicté aujourd'hui. Chaque peuple a son paradigme culto-culturel, c'est-à-dire une combinaison du cultuel et du culturel. C'est ce qu'on appelle le culto-culturel. Nous avons notre identité. L'identité, c'est l'association de cultuel et de culturel. Ce qui veut dire que nous sommes uniques en tant que peuple. Nous avons une capacité de réflexion différente des autres peuples. Quand nous pensons, nous devons penser selon notre paradigme à nous, nos valeurs à nous, nos traditions à nous, tout comme les autres le font avec leur paradigme à eux. On ne reprochera pas à un occidental ce qu'il fait, parce que cela vient de son paradigme. À la base, ils étaient des barbares. Ensuite, ils ont converti leur situation de barbares en impérialisme. Vous voyez? Donc l'impérialisme est une autre forme de barbarie, mais cette fois-ci beaucoup plus stylée. Vous voyez, c'est beaucoup plus stylé parce que c'est fait de concepts, c'est fait d'idéologie, c'est fait de bonnes manières, de diplomatie. Mais en fait, l'impérialisme, c'est tout simplement de la barbarie. Vous voyez? Et donc, eux, ils sont dans leur paradigme à eux. Et ils évoluent dans ce paradigme. Mais nous, ce n'est pas quelque chose qui nous convient parce que ça ne répond pas de ce que nous sommes intrinsèquement. Donc, on ne peut pas dissocier le panafricanisme de notre état de nature profonde.
de notre identité. Et ça, tant qu'on n'y retournera pas, on ne comprendra même pas le panafricanisme. On sera non seulement en porte-à-faux avec nous-mêmes, et nous allons conflictualiser entre nous des concepts de panafricanisme qui ne nous aideront pas. Moi, je pense, pour finir, permettez, je souhaiterais que tous les Africains intellectuels et intelligents se remettent ensemble, qu'on s'asseye et qu'on pense panafricanisme, mais à partir de notre identité fondamentale. Parce que celui qui a vécu... Mais vous jugez également utile à ce qu'on ajoute donc et également les hommes de connaissance, donc vous qui voyez les choses aussi dans une dimension spirituelle de la chose. Nous sommes inséparables du processus. Ça, c'est pas possible. Nous sommes inséparables. Ce que je voudrais vous faire comprendre, vous voyez quelqu'un qui a vécu en France ou en Occident pendant 20 ans, pendant 40 ans. Dès qu'il va penser, il peut penser africain. Il peut même se soucier du continent africain. Mais il a déjà, enfin, au fond de lui, son paradigme qui est touché. Il réfléchira à l'Afrique, mais il y a une subtilité dans la réflexion impérialiste qu'il risque d'adopter et qui créera la confusion dans les concepts et dans les mots qu'il utilisera. Donc, il est important qu'on s'asseye. Moi, je ne suis en conflit avec personne. J'aime beaucoup tous les panafricanistes, sans aucune exception. Je ne fais pas de séparation entre eux. Je me dis que souvent, quand il y a des petits conflits, c'est parce qu'on ne s'entend pas sur les concepts, mais le combat est le même. Et ce combat, je le défends à corps et à cri, parce que le panafricanisme est lié à une divinité qui est Osiris. Et quand on comprend ce dieu Osiris, on comprend tous les panafricanistes. Et donc, moi, je suis métaphysicien. Je me suis au-dessus de la mêlée. Et donc, nous, on est dans les profondeurs, on n'est pas dans les périphériques. Donc, l'essentiel pour nous, c'est l'identité profonde. Moi, j'appelle le panafricanisme, en fait, en résumé, notre intégrité identitaire. Tant que nous retrouvons notre intégrité identitaire, tant que tous nous luttons pour notre intégrité identitaire, je pense qu'on est tous des panafricanistes. Vous les suivez, vous les écoutez, vous les appréciez, vous venez de le dire. Ils sont nombreux aujourd'hui sur le continent ou même dans l'Occident et qui se portent, on va dire aussi volontaires aussi, c'est une question de responsabilité pour certains, comme ils le définissent, de porter la voix d'une Afrique nouvelle, une Afrique qui gagne, une Afrique donc qui cherche à changer le paradigme. Nathalie Yombe, Franklin Nyamsi ou encore Kémy Séba, quel regard ou sinon quelle appréciation faites-vous du travail qu'ils abattent? Alors, si vous avez travaillé une fois dans votre vie, si vous êtes un leader, enfin nous qui sommes également des personnes de connaissance un peu sur la place publique, quand vous avez été quelqu'un ou vous êtes quelqu'un qui est dans cette dynamique, vous comprenez qu'en fait que le travail que ces gens font, c'est un travail exceptionnel. C'est profond, c'est magnifique. Avec beaucoup de risques. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et ce qui est mis en jeu, et surtout dans le cas de Nathalie Yambe ou même de Franklin Nyamsi ou même de Kémy Séba, c'est le fait de mettre en jeu sa propre vie. Ça, les gens ne perçoivent pas ça. Et ça nous arrive malheureusement que nous perdions un certain nombre de panafricanistes. Et c'est là où on se rend compte que on a perdu quelqu'un. Mais on ne voit pas tout de suite quand le combat a cours dans le chauffouré, on ne réalise pas que ce sont des personnes qui mettent en danger leur vie. Et rien que pour ça, au nom des manes ancestrales, fertiles et viriles, au nom de tous les ancêtres, on devait pouvoir toujours les accompagner, où que nous soyons, qui que nous soyons, pour que leur cas soit toujours vivifié. Et ça, c'est notre responsabilité. Déjà au niveau spirituel, moi je le fais. J'accompagne toutes ces personnalités. La dernière fois quand... D'ailleurs, dans leur live, ils demandent justement à ce qu'on prie pour eux, pour le combat qu'ils mènent. Et ça, ils n'ont pas besoin de le demander. Et ça, c'est l'Afrique, ça. Tu n'as pas besoin de demander avant qu'on te soutienne. Ça fait partie de notre Afrique à nous. Et la dernière fois, j'ai republié la vidéo de Nathalie Yambe sur la question des sanctions. Des sanctions. J'ai republié cela pour que les gens voient ce qu'il se passe, parce que ce n'est pas Nathalie Yambe, c'est vous, c'est moi, c'est chacun. Nous sommes là, Nathalie Yambe actuellement, nous sommes Nyamsi, nous sommes Kémy Séba. Aujourd'hui, ils nous ont dévancés, ils ont pris le devant des choses, mais nous sommes tous concernés. Si nous comprenons quelle est la nature du combat mené, parce que c'est là tout l'enjeu.
les gens ne s'entendent pas sur la nature du combat qui est mené. Ce n'est pas un combat qui concerne l'AES. Le combat transcende l'AES. Pour certains, on se dit ils ne sont même pas burkinabés, ni maliens, ni nigérians, et pourtant ils portent le combat de ces peuples-là. Comment on peut expliquer cela justement dans votre domaine? Ils ne sont pas de ce pays, mais ils se sentent concernés par ce que subit les pays. Bon, je vais parler avec gravité. Je vais dire simplement que tous ceux qui disent ça, qui ne sont pas de tel pays et ils parlent de tel autre pays, etc. D'abord, ce sont des personnes qui sont... Les gens qui disent ça, je dis, sont des personnes irresponsables et ce ne sont pas des Africains. Parce que dans toutes nos traditions, on dit souvent en Afrique que si la maison de ton voisin a pris feu et que tu n'es pas le premier à lui porter secours, lorsque le vent va tourner et tu ne sais jamais dans quelle direction le vent va tourner, ça pourrait être ta maison la prochaine fois. Nous avions déjà en Afrique cette solidarité dans notre sang. C'est nous qui avons créé la communauté au nom du dieu Osiris qui représente la communauté. Ces gens ne connaissaient pas la communauté quand nous, on leur a porté la civilisation. Vous voyez? Et quand nous leur avons porté la civilisation, on leur a enseigné ce que c'est que la communauté. Et à partir de ce moment, chaque Africain ne pense d'abord que communauté avant de penser individu. Nous l'avons perdu aujourd'hui. Dans la société togolaise, puisqu'on est au Togo, vous ne pouvez pas corriger un enfant dans la rue. Si vous le corrigez, ses parents peuvent vous convoquer. Et donc, pour l'enfant, vous n'êtes pas son père. Vous n'êtes pas sa mère. C'est très grave. Dans la communauté africaine, tout parent est ton père. Et d'ailleurs, on dit que ce n'est que quand l'enfant est dans le ventre de sa mère qui lui appartient. Exactement. Mais une fois après l'accouchement, l'enfant appartient à sa communauté. À sa communauté. Et aujourd'hui, ces personnalités ont compris. Ce sont des gens qui sont d'un niveau, et donc qui ne sont pas dans la marmaille, qui comprennent l'enjeu. Et comme je le disais, l'enjeu, ce n'est pas l'AES. Nous sommes en face d'un système qui n'a que trop duré et qui, en plusieurs siècles, n'a fait que détruire l'Afrique. Et ce système qui est sorti de l'état de barbarisme pour venir sophistiquer à l'état d'impérialisme est le mal profond sur la terre. Et toute personne sensée, intelligente, doit combattre ce système. L'impérialisme, c'est un système dans lequel l'individu est humilié, avili, endoctriné, détruit, parce que c'est avec ce système que l'impérialisme fonctionne. Et l'impérialisme a le bras armé de l'impérialisme, c'est le terrorisme. L'impérialisme ne fonctionne jamais sans le terrorisme. Le terrorisme économique, le terrorisme religieux, le terrorisme spirituel, le terrorisme éducatif. C'est un ensemble de systémiques composites pour détruire en réalité, pour vous arracher ce que vous avez de bien et pour vous inoculer quelque chose. Vous ne vous en sortirez jamais. Et ces leaders-là ont compris que c'est un système qui nuit à l'Afrique. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Le chemin est très simple. C'est le chemin de la dignité. La dignité, c'est lorsque tu as quand même une conscience que tu es né d'un père et d'une mère, qui sont nés des parents, qui sont nés des parents, et que tu as aussi des ancêtres, que tu as des lignées de sang, et que tu dois être digne de ces gens, que tu dois les représenter valablement, que tu dois les incarner, que tu ne dois pas leur faire honte, que tu ne dois pas accepter qu'on bafoue ton père, ta mère, tes ancêtres. Et ça, c'est la dignité que tu dois les imposer dans le Conseil des Nations. Et tant que ces gens ont pris conscience de cette réalité, la donne doit changer. Pourquoi? Parce que nous avons notre mot à dire, nous existons. Nous avons notre être à faire prévaloir. Et c'est ce que l'AES est en train de faire. Ce n'est pas un combat qui se limite à l'AES. C'est un combat pour la survie de l'Afrique tout entière. Et les leaders politiques et les présidents qui ne l'ont pas encore compris, ils sont très en retard sur l'histoire, puisque nous sommes à l'ère du Verseau. Et à l'ère du Verseau, le changement va venir. Que vous le vouliez ou pas, ça a déjà commencé. Et ils sont les premiers, les trois dirigeants donc de l'AES, donc par la voix de leur ministre des droits de l'homme, à justement
condamné ouvertement les sanctions visant Dame Nathalie Yamb. Sur le plan politique, justement, quelle est la portée politique de cette déclaration de Bamako? Bon, je vais dire que la portée politique de cette déclaration de l'AES, de façon générale, d'abord, c'est salutaire, c'est à saluer énormément. Quand je l'ai suivi sur les médias, j'ai juste dit... Une démarche inédite, il faut le souligner. J'ai dit oura. Parce que, au-delà de tout, il faut avoir le courage de prendre une telle décision. Le courage de dire que plus jamais on acceptera que cela se fasse à un Africain, à quelqu'un. Vous savez, quand vous vous sentez soutenu par d'autres Africains, vous êtes plus fort. Dans le passé, les Africains ont toujours abandonné les Africains. Lorsque ça pète quelque part, on dit non, c'est son problème, on le laisse, et il n'a qu'à courir pour lui-même. Ça ne nous concerne pas. Et ces gens ont toujours joué sur notre division, c'est-à-dire l'art de nous diviser, qui est toujours un système impérialiste. Et en nous divisant, on nous éparpille. Après, ils nous attaquent individuellement. Et donc aujourd'hui, l'AES a démontré le contraire. L'AES a dit, nous, on ne veut plus cela. Nous soutenons Nathalie Yamb, nous soutenons tous les panafricanistes. Et ça, quand je l'ai su, je me dis, c'est très bien. C'est quelque chose que je pensais. Et je pense que leur hâte doit aller beaucoup plus loin que ça. En dehors de la déclaration et de certaines micro-nominations, je pense qu'il faut aujourd'hui positionner ces leaders au sein de l'AES pour jouer des rôles interactifs avec les puissances occidentales. Moi, je vois très bien Nathalie Yamb, ambassadrice de l'AES, ou ministre des Affaires étrangères de l'AES, parce que j'estime que lorsque vous lui dites pas de survol de notre territoire, pas de ceci, elle devient ministre des Affaires étrangères. On va voir comment vous allez faire. On va voir comment vous allez composer avec elle. Il faut aujourd'hui créer un rapport de force. L'impérialisme ne connaît que les rapports de force. Vous voyez ce que Donald Trump fait? C'est exactement ça. Il met les Européens au banc des écoliers. Parce que lui, il est la puissance impérialiste la plus grande qui domine les autres. Et les autres sont traumatisés par leur papa impérialiste. Et ils viennent traumatiser les Africains avec le complexe qu'on a créé en eux. Et c'est ainsi que le cycle se répète. Vous voyez? Et quand ils viendront, il ne faut jamais se tromper sur un impérialiste. On le reconnaît à vue d'œil, à des milliers de kilomètres. Son signe est clair et net. Je peux vous le démontrer. Il y a de cela plusieurs siècles, les Indiens d'Amérique, lorsqu'ils ont été envahis par les Européens, ils ont dit ceci. Les Occidentaux, ce sont des visages pâles à la langue fourchue. C'est le nom qu'ils leur ont donné. Ils sont des visages pâles, ce n'est pas une injure, c'est un descriptif. Visage pâle à la langue fourchue. Je vous explique. Vous prenez un impérialiste, un occidental, sa langue est fourchue. Ce n'est pas une question de 2 poids, 2 mesures. Il est né comme ça. C'est sa configuration génétique. Pourquoi? Ce sont des gens qui cherchent la logique et le raisonnement, pas la vérité. Il faut bien comprendre leur structure de pensée. Leur structure de pensée, c'est la logique et le raisonnement. Si vous mettez la vérité ici et vous pensez qu'ils vont la reconnaître, vous vous tirez une balle dans l'œil. L'éléphant peut être au salon, ils vous diront qu'il n'y a pas d'éléphant au salon. Il peut vous en faire la logique et le raisonnement. Donc, analysez-les bien. Ils mènent des logiques, raisonnements pour le Tchad, différents du Mali, et ils vous diront que c'est la vérité. Parce que pour eux, la logique et le raisonnement est la vérité. Alors que pour nous, ce qui est la vérité, ce sont les valeurs. Voilà. Ce sont les valeurs qui nous définissent, nous. Eux, c'est la logique qui les définit. Si vous n'avez pas compris ça, vous ne les comprendrez pas. C'est leur paradigme. Ils n'en changeront pas d'un iota. Et 60 ans après les indépendances, les États africains ont aujourd'hui, pour certains, disons, regretté avoir été manipulés à travers des accords qui sont dénoncés par certains pays. Dans le contexte actuel aujourd'hui, quel rôle, selon vous, joue le panafricanisme dans les dynamiques politiques nouvelles, pas seulement au Sahel, mais dans toute l'Afrique en général? Le panafricanisme doit devenir les lunettes
par lesquels nous interagissons, nous voyons, nous contactons les autres. Nous ne pouvons plus aujourd'hui agir en dehors de cette identité panafricaniste. Ce n'est pas possible. Parce que si vous n'avez pas une couverture, si vous ne savez pas dans quel cocoon vous devez vivre, si vous n'avez pas votre dimension paradigmatique qui est propre à vous et qui contient les idéologies, les concepts, les perceptions, les réalités, les vérités qui sont propres à vous, ce que moi je mets sous le vocable de panafricanisme, je vous assure, on ne s'en sortira pas. Donc, c'est construire d'abord notre intérieur pour briller vers l'extérieur. J'ai fait plusieurs conférences au Burkina Faso. Je suis intervenu sur les médias au Burkina Faso et j'ai toujours soutenu les actions d'Ibrahim Traoré comme des autres chefs d'État. Et j'ai toujours dit, n'écoutez pas l'opposition, faites ce que vous avez à faire. Parce qu'à un moment donné, lorsque s'impose certaines réalités nouvelles, il faut s'y adapter. Donc pour moi, le panafricanisme doit devenir aujourd'hui nos yeux, les lunettes par lesquelles nous voyons la réalité qui s'impose à nous. Et si nous l'adoptons de façon claire et nette, avec un cœur pur, tel que les idéologies panafricanistes l'imposent, je pense que l'Afrique n'a pas d'autre choix que se relever. On a des mentors pour ça. On a Thomas Sankara qui l'a démontré, qui l'a prouvé. Les raisonnements panafricanistes sont très simples. La dignité, la souveraineté, l'intégrité identitaire, la considération, les valeurs qui sont les nôtres, agir selon qui nous sommes et non selon ce que vous voulez que nous soyons. Les valeurs sont admirables, le combat est noble, mais comment comprendre qu'ils sont encore très peu de ces panafricanistes dont on entend fortement les voix aux allures de Nathalie Yombe ou encore Franklin Nyamsi? Je pense que le problème vient de l'endoctrinement que le système impérialiste a laissé comme séquelle au niveau de tous les peuples africains. On sort quand même de la traite négrière. Pensez-vous qu'il y en a qui sont encore un peu dans un complexe ou un peu la peur d'assumer peut-être quand on voit les risques en face? Oui, je pense qu'il y en a encore qui agissent, même s'ils ne le sont pas, ils agissent un peu toujours psychologiquement comme des esclaves de salon. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui disent non, mais bon, ils ne sont pas si méchants que ça, on va essayer de s'arranger. Ils croient encore au boniment de l'Occident. Et ce sont des gens qui ont peur que les choses changent radicalement et qui ne sont pas préparés pour ça. Je ne veux pas les incriminer, je ne veux pas dire qu'ils sont bons ou qu'ils sont mauvais, non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ce n'est pas la majorité qui fait le changement. D'accord? C'est toujours une élite minoritaire qui impulse le changement. Et je pense qu'ils sont à la bonne place, ils commencent. Je suis dans le même combat qu'eux. Et d'autres suivront après, dès que leur temps viendra. Mais je pense, à mon avis, que c'est dû à l'éducation, au système religieux dans lequel on est, et naturellement au système politique qui refuse encore de changer dans certains pays. Tout ça, ça a la même mise sur les consciences. L'Africain doit encore, prendre un peu le temps de repenser lui-même sa propre réalité. Il n'est pas encore totalement affranchi Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Dr Franklin Nyamsi a donc déclaré être victime d'harcèlement administratif. Ça arrive souvent chez lui. Kémy Séba ou encore Nathalie Yombe qui sont aujourd'hui ouvertement visés par des sanctions. L'AES est allé loin. Le Niger qui donc a délivré des passeports diplomatiques à Nathalie Yombe, tout comme à Kémy Séba. Pourquoi, selon vous, ces voix sont considérées comme dérangeantes vis-à-vis de l'Occident? Bien, il faut dire que l'Occident dépend énormément du continent africain. Parce que l'Occident, tel que vous le percevez aujourd'hui, je vais exagérer un peu, mais ceux qui comprendront vont comprendre. C'est une coquille vide, d'accord? L'Occident, c'est du bling-bling. L'Occident n'a franchement rien de fondamental. Et donc, l'Occident, c'est un peu comme un vampire qui vient sucer le sang de l'Afrique. Et l'Occident le sait. L'Occident connaît sa faiblesse.
l'Occident sait d'où vient sa dépendance. L'Occident sait ce qui fragilise l'Occident. D'accord? Et quand certaines personnes en parlent, l'Occident se sent en danger, ce qui est tout à fait normal. Et de par le passé déjà, l'Occident a éliminé beaucoup de leaders. Pourquoi? Parce que ces leaders risquent de réveiller les populations. Et si les populations se réveillent, c'est que l'Occident va tout perdre. Et c'est ce qui va se passer en fait. C'est-à-dire que l'Occident a peur de tout perdre. Tout le système occidental est conçu sur la spoliation de l'Afrique, sur la destruction de l'Afrique, sur la colonisation de l'Afrique d'une manière ou d'une autre, on parle du néocolonialisme. Et c'est ça qui est fait. Mais si les autres commencent à éveiller les populations, eh bien, l'Occident se sent complètement en danger. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Occident cherche d'une manière pseudo à les éliminer. Même si ce n'est pas physiquement, c'est toujours l'élimination. Vous voyez, je parlais du terrorisme entre-temps, c'est du terrorisme sophistiqué. C'est l'élimination, ça peut être identitaire, ça peut être administratif, ça peut être politique, ça peut être informatique, informationnel. On trouvera toutes les voies et moyens pour faire d'eux des exemples à ne pas suivre. Et une fois qu'on les aura éliminés, on va dire, regardez, si vous les suivez, eh bien, on vous aiguille également. Si vous les suivez, c'est pourquoi je disais tantôt qu'ils mettent leur vie en danger. Mais c'est à nous et aux autres de reconnaître que le combat n'est pas leur combat. C'est notre combat. On ne va pas attendre encore 1 siècle ou 200 ans pour dire après, si on savait, on allait comprendre que ces gens avaient le mérite d'ouvrir le chemin. Dans cette logique, quelle leçon tirer de l'élan de solidarité affiché par l'AES? Ah, mais je pense que, je vais parler pour mon pays, le Togo. Je pense que, normalement, le président du Conseil devrait prendre des mesures également à cet effet. C'est-à-dire que chaque président de chaque continent africain doit aujourd'hui saisir l'opportunité. Parce que c'est une opportunité, mais malheureusement... Oui, parce qu'il faut reconnaître que ces panafricanistes défendent quand même tout pays africain qui se trouve dans une situation complexe. Est-ce que vous voyez comment les autres agissent? Lorsque vous touchez à un seul de leurs représentants, est-ce que vous voyez comment ils agissent? Ils agissent selon le principe de un pour tous, tous pour un. Je pense qu'aujourd'hui, quand un Africain est concerné, comme dans le cas de Nathalie Nyam, par une sanction de cette envergure, parce que je ne vois même pas vraiment l'utilité de cette sanction contre sa personne, je pense que tous les chefs d'État doivent se lever pour dire non, on n'est pas d'accord, dénoncer la situation et dire nous, voilà comment nous agissons. Parce que ce sont des voix qui ne parlent pas seulement pour l'AES, mais qui parlent pour tous les Africains. Mais la question, en fait, elle est ailleurs. Quels sont les intérêts des autres chefs d'État qui les empêchent justement de s'aligner sur l'idéologie panafricaniste? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du dévoilement. On doit voir qui est qui. Et je pense que les populations et les peuples africains doivent maintenant réfléchir autrement. Qui est qui? Et c'est à eux de décider qui pourra les représenter la prochaine fois. Et les jeunes sont déjà prêts à cela, à ce nouveau changement. Et donc, pourquoi s'inquiéter si même certains présidents ne le font pas? On sait qu'ils ne resteront pas. Simplement parce que nous avons une population nouvelle, nous avons une jeunesse nouvelle. Et si vous regardez dans l'AES aujourd'hui, la plupart des gens sont contre la politique française en Afrique. Et c'est décrit, et le Tchad aussi a dit niet, même niet aux États-Unis. Ça veut dire que si chaque Africain, si chaque peuple, si chaque État se réveille ainsi, on va leur faire peur. Laissez-moi finir sur un petit sujet. Vous savez quelle est la faiblesse de l'impérialisme? Nous l'avons trouvé. C'est ce qui fonde l'impérialisme. Ce qui fonde l'impérialisme, c'est une seule chose, la peur. Les impérialistes sont des gens qui ont peur. Naturellement, ce sont des gens terrorisés. Ils ont peur de perdre ceci, ils ont peur de perdre ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils inversent le mouvement. Ils envoient la peur chez l'autre. Ils veulent vous gouverner par la peur. Regardez ce qu'ils ont fait avec la Russie. Nous allons causer les fondements de l'économie russe. En fait, ils veulent toujours fonctionner par la peur, l'intimidation, la menace. Parce que c'est eux qui ont peur. Et en face, il faut des Africains plus courageux. Il faut des Africains plus courageux. Il faut des Africains qui sont prêts à mourir. Il faut leur dire, la mort
ne nous fera pas taire. Nous avons une jeunesse qui prend la relève et vous ne pourrez rien faire. Nous sommes un peuple jeune, une population résistante, résiliente et vous ne pouvez rien faire. Et ce message-là, le message du courage, le message contre la peur sous forme de terrorisme qui nous est imposé, ce message de force et d'identitaire, c'est ce message que tous les pays africains doivent Et peut-être pour conclure très brièvement, pensez-vous dans ce contexte que le panafricanisme saura résister face aux obstacles? Je pense que le panafricanisme saura résister aux obstacles. Et personne aujourd'hui ne peut empêcher le mouvement panafricaniste d'aller de loin. Ce n'est plus possible. Nous sommes à une période de l'histoire où les vérités doivent s'imposer. Et le panafricanisme est la vérité de l'Afrique nouvelle qui veut afficher une identité. Et cette identité passe par le panafricanisme. Personne ne peut plus l'arrêter. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. El Mancio Godson, homme de connaissance, un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.